Alors, je vais attendre un peu, quelques minutes environ. Donc bonjour à tous, alors le direct d'aujourd'hui est là, donc la mort, comment s'y confronter, s'y préparer. Alors je sais, c'est un sujet général très tabou, et autant que l'argent, hein, c'est autant tabou la mort, hein, voilà. Surtout dans les pays occidentaux. Deuxièmement, ce que je voulais dire, alors on va essayer d'expliquer mes conseils et aussi point de vue autre, médecine et compagnie, ce que je connais moi, évidemment. Donc comment s'y confronter, s'y préparer. Alors, comment s'y confronter? Alors, je sais, c'est un truc qui est souvent dur sur le moment. Quand on perd quelqu'un, on est souvent dans la première phase du déni. Non, ce n'est pas vrai, il n'est pas mort, etc. Ou elle n'est pas mort, etc. C'est quelque chose qui est difficilement supportable sur le moment. En fait, comment s'y confronter? Faut déjà avoir une vision des choses assez éloignée. Ça veut dire que il faut se mettre dans la globalité des choses. On est ici juste pour apprendre et pas pour nos petites bêtises matérielles. Voilà. C'est plus une vision globale spirituelle qu'il faut se mettre en tête pour ne pas souffrir et de succomber soit à une grosse dépression ou des gros problèmes psychologiques qui peuvent être plus graves. Ça peut être la mélancolie c'est encore pire que la dépression, qui vous met dans un état de, plat, vous êtes complètement... c'est une maladie qui est, dirons, peu connue, mais qui existe, qui est pire que la dépression pour ça. Et c'est un petit peu le découlement, parfois, c'est pas toujours le cas, hein, parfois de la mort de proches, etc. Alors, comment s'y préparer? Je dirais que il faut se mettre en tête, on meurt tous un jour, que ce soit accidentellement, volontairement ou de vieillesse, maladie, etc. C'est obligatoire, on ne peut pas y contrer, on passe tous à l'as. Donc, déjà, avoir cette idée-là, comme quoi on va tous y passer, déjà notre propre mort, bon, alors il y a deux solutions, soit on angoisse toute notre vie, on ne sait pas quand on va mourir, pardon, et forcément on va se créer des angoisses, etc. Ça va être lourd, très lourd pendant toute notre vie. Ou sinon on se dit, ce n'est pas la fin, et puis on revient à l'état pur, et après on se réincarne pour une autre vie, pour encore apprendre, etc. En fait, il faut se mettre dans la tête que ici, ce n'est que transitoire. Ce n'est juste que transitoire. Et même les proches qui sont décédés, il faut se dire de toute façon, oui, sur le moment, on a cette pensée, je dirais, égoïste, égocentrique, et se dire, oui, mais les morts, ils sont plus à côté de moi, blablabla, blablabla, les trucs qu'on va se répéter sans cesse, c'est de l'égoïsme, pur et dur. De l'orgueil humain. Mais après, c'est totalement humain et c'est normal. Mais il faut se détacher justement de cet orgueil et de cet égocentrisme humain pour arriver à se détacher complètement de la mort. Parce que non seulement nous, ça va nous tracasser, mais eux aussi, quand ils sont morts, ça va les tracasser aussi. Donc ça va faire un mélange
d'angoisse, etc., qui est assez néfaste. Plus on se détache de la mort, plus il sera plus facile aussi lors de la mort, lors de notre détachement de notre corps matériel. Parce que il est très difficile quand on est très matériel ou quand on est dans une espèce d'angoisse, etc., lors de la mort, il arrive que très couramment, on n'arrive pas à se détacher du corps, donc on reste pendant très longtemps autour du corps. C'est assez... voilà. Et c'est pour ça que quand ce sont nos proches, il faut essayer d'être assez détaché aussi. Bonjour Maria, oui ça va, et vous? J'espère que vous allez bien. Donc j'ai commencé, vous reprendrez dès le début quand vous aurez le temps. Donc le sujet d'aujourd'hui étant la mort, comment s'y confronter, s'y préparer. Alors j'ai essayé d'expliquer un speech en fait de mon point de vue toujours et mes conseils comment le faire. Donc c'est toujours compliqué déjà de faire face à la mort, peu importe qui, hein, et de se confronter au moment de la mort et ne pas avoir peur, ne pas craindre quand on meurt, ne pas craindre aussi de perdre ses proches. C'est inévitable de toute façon. Donc, on y passe tous un jour, on est tous confrontés au deuil et aussi à sa propre mort. Hein. Voilà. Et c'est un sujet assez tabou. Et j'ai remarqué une chose. Bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. C'est pas grave, je tente quand même. J'ai remarqué aussi que dans l'éducation des enfants, on ne parle jamais de mort. Pourtant, c'était un sujet quand même qui fait partie de la vie et qui doivent être aussi abordés par rapport aux enfants. Je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas grave. Mais il faut oser parler de la mort aux enfants. Oui, c'est triste, certes, mais il ne faut pas voir les choses aussi tristes que ça en a l'air, en fait, la mort. La mort, c'est juste qu'un passage. Alors, de toute façon, le live sera en rediffusion quand j'aurai arrêté, et je le mettrai aussi sur YouTube, hein, pour ceux qui ne souhaitent pas le regarder sur le groupe, et qui sont extérieurs aussi. Voilà, donc c'est un sujet très tabou dans les pays occidentaux. Donc, pays occidentaux, c'est tout est Amérique et compagnie, là, et aussi nous en tant qu'Européens. Ici, c'est très tabou. C'est comme l'argent, c'est très tabou. Par contre, si vous allez dans les pays orientaux, donc c'est le Japon, la Chine, etc. Là, par contre, c'est assez ouvert comme discussion. On en parle énormément avec les enfants, etc. J'ai jamais bien compris pourquoi, dans les pays occidentaux, on a tendance à minimiser l'importance de parler de la mort au sein des familles, au sein des relations quelconques. C'est quelque chose que tout le monde y passe. Donc, puis, en parler avec ses enfants, en parler avec son entourage, ça permet aussi d'évacuer certaines peurs au niveau de la mort. Maintenant, il existe différents procédés, hein, les obsèques, préparer son enterrement, etc., donc avec les assurances et compagnie.
Il y a aussi faire un testament. Bon, il y a des choses sur le testament, je suis pas tout à fait d'accord, mais du principe. Mais disons que ça permet une certaine une certaine diminution de la peur de la mort. Bon, après, sur le testament, ce que je ne conçois pas, c'est qu'en fait, tous les biens matériels et tout rentrent dans le compte de tout ça. Je trouve que c'est perfide, puisqu'après, ça crée des conflits au niveau de la famille, etc., au niveau de l'héritage, et tout le pataquès. Ça, par contre, niveau orgueil, avidité, niveau vice, là, on est au niveau. Hein. Mais disons que le testament, on va dire, à dire par exemple, je veux être incinéré ou je veux être enterré avec l'affinement des tombeaux, etc. Ou comment être incinéré, soit avec un bocal que vous mettez chez vous. Je crois qu'en plus c'est interdit maintenant, il me semble. Enfin, c'est un peu bizarre maintenant, comment c'est foutu. Mais en fait, selon ce que veut la personne, c'est inscrit sur la mais je trouve que c'est une manière de dire au revoir à la personne et de se préparer à l'avance. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai une assurance. J'ai que 34 ans, mais ça peut arriver à tout moment. Vous pouvez mourir demain ou dans 20 ou 30 ans, hein, peu importe. Mais de se préparer rien que pour notre mort, ça nous permet aussi d'éviter certaines angoisses au niveau, on va dire, émotionnel. Ça veut dire au niveau de notre conjoint, de notre famille, etc. Ça les prépare un peu à notre départ et ça nous permet aussi qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations assez complexes dites matérielles et aussi ça permet aussi d'échanger aussi sur la mort. Le fait que de dire, voilà, j'ai fait un testament, j'ai mis ci, j'ai mis ça, voilà comment je souhaiterais être enterré, etc. Ça permet une certaine discussion et ça permet une limitation de l'angoisse. Voilà. Et aussi notre âme, parce qu'il ne faut pas l'oublier, elle fait partie de nous, notre âme aussi est plus apaisée au niveau de notre départ. C'est-à-dire que voilà, elle sera plus à même de passer un tout petit peu plus rapidement après quand on a mouru. Voilà. Donc après, il y a cette phase-là. Donc nous, quand on est confronté à notre mort, mais aussi quand on est confronté aux proches. Alors là, en général, les gens, ils ont plus peur de voir les proches mourir que de savoir qu'ils vont mourir eux. Moi, j'ai aucune angoisse, hein, personnellement, vu les morts que j'ai pu voir. Et je suis passée à l'as 2 fois, je suis morte 2 fois. Enfin, on m'a comment dire, pas diagnostiqué, comment on dit, ils m'ont signifié que j'étais morte sur le coup, puis après je suis, on va dire, entre guillemets, ressuscitée. Voilà. Donc bon, j'ai aucune angoisse là-dessus, ni de mes proches. Mais beaucoup de personnes ont peur juste d'être confrontées à la perte de ses proches. Que ce soit enfants, que ce soit parents, que ce soit grands-parents, des amis, etc., etc. C'est une peur pour certains qui peuvent être très, 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 très présentes. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà le conditionnement, comment on a été élevé, parce que il y a des familles où c'est très tabou, on n'en parle pas. C'est non, on ne parle pas de la mort, il ne faut surtout pas en parler. Il y a une autre raison, c'est qu'on a été confronté très jeune à la perte de quelqu'un. Parfois, c'est de façon très brutale, donc ça peut être découverte d'un corps inerte, donc mort, ou un suicide en face de nous, ou ça peut être autre chose. Enfin, voilà, c'est
très complexe. Et après aussi, c'est vis-à-vis des fois de la religion, ça peut arriver aussi que ça rebute sur certaines choses, ou de la manière qu'on nous a dit les choses peut aussi nous amener à avoir une certaine crainte de la perte de nos proches. Très souvent, c'est les départs quand on sait qu'une personne va mourir, ça veut dire qu'elle a un certain âge, donc, on va dire 85, 90 ans par exemple, vous savez très bien que voilà, que bientôt ça va être l'heure de partir. Mais quand c'est vraiment des personnes qui sont dites jeunes, donc ça peut être des enfants, alors là c'est la pire des situations, je pense, ou quand c'est des accidents ou suicide, je crois que c'est entre le suicide et les enfants, je crois que c'est les deux pires choses. Voilà, parce qu'une maladie, par exemple un cancer, bon, sauf le cancer foudroyant, parce que celui-là malheureusement, ou l'anévrisme, ou parfois crise cardiaque qu'on n'arrive pas à réanimer. Mais celle-là, c'est brutal et c'est très souvent difficile à se remettre. Par contre, c'est que les suicides, là, ça peut mettre plusieurs années. En fait, c'est souvent de l'incompréhension face à l'acte et aussi de la colère, de se dire mais pourquoi il a fait ça, je comprends pas, voilà, c'est quelque chose qui est très difficile. D'ailleurs, je vous invite à revoir mon live sur le suicide que j'avais fait au tout début. Voilà, j'ai dit énormément de choses sur le suicide. Et il y a aussi des cas quand ce sont des enfants qui meurent, ça met beaucoup d'années avant de se remettre. Après, on ne se remet pas totalement d'un deuil. C'est-à-dire qu'on passe à plusieurs étapes. Ça, je vous invite aussi à revoir mon live sur la mort, parce que j'avais fait énormément de speech là-dessus. On passe sur plusieurs étapes et parfois il y a une étape qui est très longue, très longue. Quand on arrive à faire complètement son deuil, ça peut prendre des années. Il faut se remettre sur avoir un regard assez éloigné, plus spirituel, de comprendre certaines choses de la vie, comprendre aussi ce que sert la vie, et ça permet plus un regard un peu plus bienveillant sur la vie et surtout plus bienveillant sur la mort. Voilà. Bien entendu, c'est que mon point de vue. Voilà, donc si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Je suis un peu là pour ça, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Si vous en avez.
Bon, si vous n'avez pas de questions. Alors, la personne qui se suicide, il y a elles savent qui sont morts. Non. Non, parce que la mort est très violente. Vous savez que les personnes qui se suicident n'ont pas vraiment l'intention de se suicider. Parce que c'est quelque chose c'est une pulsion. C'est une pulsion de vouloir se suicider. Et sous le coup de la pulsion, le corps n'a même pas le temps, enfin le corps, je ne pas le corps, l'âme n'a même pas le temps de savoir si oui ou non elle est encore dans le corps matériel. C'est assez hard. Et sachez qu'en plus, les personnes qui se suicident mettent combien ? Après, ça dépend des gens. Mais en général, ça met plusieurs années avant de pouvoir passer de l'autre côté. Parce que c'est considéré comme une faute grave de se suicider. Ce téléphone. Le suicide, c'est une des pires morts. Déjà, rien que pour celui qui se suicide, alors pour son entourage, c'est encore pire. Se faire face à l'annonce du suicide, c'est très dur à encaisser. Et faire face au suicide d'un proche, déjà, il faut, on va dire, respecter le choix, même si c'est compliqué à dire, mais respecter le choix de la personne qui a voulu se suicider. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Et en plus, il faut essayer de se dire, il faut prier pour la personne pour qu'elle puisse apaiser sa peine qui va au-delà, enfin, la personne qui s'est suicidée en tout cas, pour qu'elle puisse retrouver un peu de paix et apaiser sa colère. Les personnes suicidées sont assez colériques. Alors, quand vous dites de l'autre côté, c'est où? La personne qui se suicide, il reste sur Terre, ça doit être dur pour eux. En fait, il y a plusieurs, disons, pour faire simple, il y a plusieurs zones. Il y a notre monde, donc le monde matériel. Il y a, qui fait partie de notre monde, il y a l'astral, dont errent justement les personnes suicidées
les personnes errantes, tous les facétieux, enfin comment dire, pour dire simplement. Je peux dire simplement les esprits néfastes, malins, etc. Ils sont dans cet espace-là. Ceux qui sont suicidés, ceux qui sont matérialistes, etc. Ils se retrouvent ici. Et après, dès qu'ils ont retrouvé et qu'ils ont assumé leurs actes et compagnie, ils peuvent demander à leur guide de pouvoir les rejoindre dans la lumière. Donc vous avez un espèce de tunnel que vous passez à l'intérieur, et après de l'autre côté c'est la lumière, comme on l'appelle couramment, dire un monde où l'énergie est plus puissante, où c'est la paix, etc. En fait, il y a différentes zones comme ça. Et les personnes se retrouvent de l'autre côté que quand ils ont réussi on va dire, à assumer leurs fautes et à se dire que, à reconnaître aussi leurs fautes surtout. Voilà. Donc oui, ils restent parmi nous et ils ressassent très longtemps ce qu'ils ont fait, etc. Ils sont très souvent parmi nous et sont attirés par des personnes qui sont malades ou ils sont à côté de leurs proches. Voilà. Et c'est très compliqué parce que ça fait une atmosphère très lourde, parce qu'ils sont encore sous la colère, sous l'angoisse, et ils sont complètement perdus, etc. C'est une horreur. C'est on va dire une catégorie de gens qui sont très difficiles à faire passer et qui demandent énormément pas d'énergie, je dirais plutôt de discours, pas de discours, mais de communication avec eux, pour apaiser, pour essayer de leur faire comprendre qu'ils sont morts aussi. Alors ça, c'est une calamité. En fait, c'est une plus grande difficulté pour eux, c'est de se dire qu'ils sont morts, qu'ils se sont donné la mort. Et ça, c'est très compliqué pour eux à assumer leur acte. Voilà. Et je parle de tout suicide. Je parle pas que d'un type de suicide. Tous les suicides. C'est très très dur. Puisqu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont morts. Et en plus, ils ont du mal à croire ce qui leur arrive. Comme les morts violentes. C'est exactement la même chose. Ils voient leur mort s'ils sont sur Terre. Oui. En fait, ils n'arrêtent pas de se remémorer. C'est leurs pensées en fait qui sont assez envahissantes et qui revoient encore et encore et encore et encore leur suicide. En fait, c'est pour leur faire assumer leur acte.
et leur reconnaître qu'ils ont fait un mauvais acte. Et pour qu'ils puissent apaiser, on va dire, leur peine, leur angoisse, leur colère, tous les sentiments assez négatifs, prier pour eux, non seulement ça va apaiser votre peine de la perte, mais ça va aussi apaiser eux pour qu'ils puissent qu'ils puissent apaiser leur peine pour qu'après ils puissent retrouver leur guide et passer dans la lumière. Parce que sinon ça prend des lustres. S'ils ne sont pas aidés par les vivants, nous, ou qu'il n'y a pas de prière, etc., ou qui ne sont pas aidés par un médium, c'est très difficile pour eux à passer et c'est long, très très long. On se retrouve dans un lieu assez noir, c'est l'obscurité, c'est magnifique. Et ça c'est vraiment ironique ce que je dis. Bonjour la deuxième personne, je sais pas qui c'est. Bonjour Michou, vous allez bien? J'ai une belle coupe de cheveux. Bon, alors ok, ça doit être pas facile d'assumer les personnes qui ont le cancer, ça se passe comment au niveau de la mort. Après, alors là, je parlais cancer. Tout dépend du cancer. Parce qu'il y a, pour moi, deux catégories de cancer. Il y a le cancer qui est dit foudroyant, donc là vous l'avez, pouf, vous mourrez. Et vous avez les cancers qui durent des années, et que bon, après, soit vous arrivez à en guérir, ou soit malheureusement c'est en stade terminal, vous savez très bien que voilà, vous passez à l'as. Oui, ça va, merci. Donc, oui, c'est un sujet pas très gai, hein, mais bon, il faut en parler. Donc, pour le cancer, aussi, il y a, au niveau du cancer foudroyant, là, oui, là, la personne ne se rend pas du tout compte qu'elle est morte. C'est trop brutal. On appelle ça une mort violente. Donc, forcément, dans l'au-delà, c'est très compliqué. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'une personne suicidée, sauf que là, elle va rester... elle va croire que non, elle est encore à l'hôpital, ou elle est encore chez elle, enfin, c'est assez complexe en fait. Et jusqu'au moment que elle se rend compte qu'elle n'est plus là, donc elle va arriver à passer de l'autre côté. Mais ça va être moins compliqué pour cette personne-là qu'une personne qui s'est suicidée. Quand c'est un cancer assez long, en général, la personne se fait une idée. Donc quand elle se met en stade terminal, ça fait un peu, quand on perd quelqu'un, on fait un deuil. Et bien là, c'est exactement la même chose, on fait le deuil de soi-même. On sait très bien qu'on est en phase terminale, on n'a plus beaucoup de temps à vivre. Ça va être 1, 2, 3 ou 4 mois, ou des fois 1 an, ça dépend du cancer. Et là, on se fait un deuil, donc on se prépare
entre guillemets, à mourir. Donc, la mort sera plus, entre guillemets, facile et le détachement se fera plus facilement et la personne arrivera à passer correctement dans l'au-delà et puis après passer plus rapidement aussi dans la lumière. Mais attention à une chose. Ça, c'est le cas idéal, hein, évidemment. Mais tout dépend de la personnalité. Parce que si la personne est un gros matérialiste, par exemple, ou une grosse matérialiste, hein, je ne mets pas que les hommes, hein, mais bon. Si quelqu'un est matérialiste, mais à un point incroyable, donc tout le temps l'argent, l'avidité, l'orgueil puissance 1000, tous les défauts qui puissent exister avec le matérialisme. Si la personne est trop matérialiste comme ça, eh ben, elle ne pourra pas passer de l'autre côté parce qu'elle va être ancrée à son matériel ici, parce que ça va être la maison, et elle va s'angoisser pour savoir qui va avoir la maison, qui va avoir l'héritage, où va passer son fric, etc., etc. Ça va lui mettre des angoisses, et elle ne pourra pas passer de l'autre côté tant qu'elle ne pourra pas se détacher de ses biens matériels. Voilà. Et là, c'est compliqué. Voilà. Et les communications, je peux vous dire, des fois, c'est... Mais alors, qu'est-ce que fait ma fille, par exemple, pour ma maison, etc., etc. Bon, c'est assez très matériel. Hein. On est constant dans les communications, d'ailleurs. Voilà. Donc, tant que la personne ne se détache pas du matérialisme, il ne pourra pas passer de l'autre côté. Voilà. C'est pour toutes les morts, ça c'est sûr. Quand c'est comme ça met des années, voire plusieurs années, même des fois on meurt nous et ils sont encore dans le bas astral. Hein. Voilà, oui, terrible. Hein. Voilà, mais le pire c'est que dans notre siècle là, il y en a énormément. Très peu, même ceux qui se disent spirituels sont matérialistes. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc il faut prendre en compte comment la personne est morte, peu importe, mort violente, maladie, de vieillesse, etc. Et aussi prendre en compte la personnalité. Parce que c'est pas parce que elle est décédée à un âge, je sais pas, à 100 ans, voilà, par exemple, comme qu'elle a bien vécu, qu'elle va partir en paix. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que elle est morte subitement, par exemple d'un suicide, oui, elle va vraiment elle va en chier, hein, je veux dire, elle va en chier pour passer de l'autre côté. Oui, ça c'est sûr. Mais si elle n'est pas matérialiste, elle arrivera facilement à se détacher de ses biens matériels, se retrouver totalement spirituelle et arriver un peu moins longtemps que ceux qui sont suicidés très matérialistes. Non, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Je me perds un peu dans les explications des fois. Voilà. Et aussi, tout dépend de l'âge. C'est vrai que j'en parle rarement, mais tout dépend aussi de l'âge à laquelle la personne meurt et aussi, comment dire, de son évolution spirituelle. Comment elle voit les choses. Si elle est purement athée, religieux, ou totalement spirituel, etc., ou perché, ça dépend. Et voir si elle a une bonne évolution spirituelle, même, bon, déjà elle va savoir que le suicide, c'est pas du tout conseillé. Donc elle va vivre sa vie, etc. Mais après, quand elle va se détacher, elle va réussir à passer le plus rapidement possible de l'autre côté. Parce que si on s'attache un petit peu trop à l'importance de la vie, là, de l'incarnation,
sur notre train-train quotidien, sur nos proches aussi. Hein, voilà, c'est compliqué. Alors, une personne décédée peut-elle rester dans ces lieux très longtemps et ne pas accepter que d'autres personnes étrangères habitent dans ces lieux? Tout à fait. Alors, ça, ce sont en général des gens qui sont morts dans un certain lieu, par exemple une maison, c'était leur baraque, donc le gars, il clame, hein, et purement matérialiste, il se dit non, moi je vais rester là et je veux que personne habite parce que c'est chez moi. Voilà. Oui, il y en a, et il y en a qui appellent ça des gardiens ou autre, mais moi j'appelle pas ça des gardiens parce que généralement c'est des esprits qui sont très 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 matérialistes et qui veulent la possession. Mais une possession matérielle, hein, pas possession. Voilà. Et il y en a énormément. Ah non, mais c'est terrible, hein, ce genre d'esprit. En plus, les communications avec eux, c'est parasitaire. J'appelle ça des parasites. Parce que vous pouvez leur dire n'importe quoi, que peu importe ce que vous lui dites, hein, il va toujours dire non, non, moi j'ai raison, toi t'es tort. Hein. Voilà, c'est quelque chose assez spectaculaire. Et pour les faire partir, c'est très long. Très très long. C'est pas en une journée que vous arrivez à faire partir la personne. C'est mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est tout un speech. Ces esprits-là, c'est... Oui. En fait, je vais vous mettre un point sur la table vis-à-vis de ça. Ils peuvent devenir violents à condition qu'une personne qui est dans le lieu ait vraiment des capacités médiumniques. Parce que c'est les vivants avec les morts qui fait qu'il y a des manifestations. Ce n'est pas eux qui font les manifestations, c'est nous avec eux. C'est les deux en même temps. Donc, si l'un d'entre nous, par exemple, dans un lieu, a des capacités, l'esprit va, on va dire, entre guillemets, prendre l'énergie de la personne et faire des manifestations, peu importe, ça peut être des coups frappés dans le mur, des choses qui volent, parfois c'est des cris, des pleurs, des insultes. Il y a quoi aussi? Des fois c'est des griffures, etc. Ça c'est plus rare. Parce que les griffures, ça dépend. Parfois c'est la personne qui a des capacités qui se fait elle-même, inconsciemment. Faut pas confondre les films d'horreur, là, genre Paranormal Activity, là, et la réalité. Parce que dans les films, ils vont vous montrer des gens qui subissent des violences vis-à-vis des esprits, nanana, mais ils n'expliquent pas une chose, c'est que nous, on participe aux manifestations. Parce que si on a de la médiumnité qui n'est non maîtrisée, c'est là que les esprits prennent, on va dire, prennent le dessus. Voilà. Je l'ai compris ça plus tard, moi. Hein. Que veut dire hein? Ça veut dire un bébé qui naît et meurt quelques heures après. Ça veut dire quoi, un bébé qui naît et meurt quelques heures après? Il y a plusieurs explications en fait. C'est toujours la même chose. Il y a plusieurs explications. Soit
soit les esprits, enfin l'esprit qui va se réincarner, on va dire, avait quelque chose à faire apprendre à la personne qui devait être parent. Donc là c'est de courte durée. Ou soit c'est une réincarnation complètement ratée, ça arrive. Il suffit que la personne a subi de gros dégâts sur son périsprit, donc son âme. La réincarnation est parfois ratée. Voilà. C'est très souvent le cas. Hein. Bon, oui, arrête. Oh, il fait le bordel, pas possible. Bon, alors moi je mon kikine aujourd'hui. Alors, moi j'aime la télé qui s'éclairait toute seule, et le plus dur que nous avons vécu, le sang qui sortait des murs, il a fallu frapper un exorciste et nous allons déménager. Ah non, mais ça, c'est. Ça, en fait, la vue comme ça qui avait le sang qui coule, c'est l'esprit qui provoque des hallucinations aux personnes présentes. C'est des phénomènes qui sont assez rares. Voilà. C'est un peu comme si vous y étiez possédé en fait. C'est quelque chose assez hard. Ça, c'est un esprit malsain. Et ça, malheureusement, il y en a un paquet. Surtout dans notre sphère actuelle. Voilà, du côté notre Terre qui est avec le bas astral parce que ils sont quasiment au même niveau, hein, je dirais pas énergétique, j'aime pas ce terme. En fait, c'est les mêmes vices qui existent de côté niveau bas astral. C'est terrible. Les esprits, c'est quelque chose. C'est assez violent, des fois, les manifestations. Après, tout dépend où. Et ce qui s'est passé. Alors, par contre, il faut faire attention. Des fois, on pense que c'est un esprit dit matériel, c'est-à-dire ancré à un endroit. Des fois, c'est un esprit, mais qui va nous tourmenter. C'est-à-dire que on va croire qu'il va rester dans un endroit, mais en fait, il va nous suivre partout où on va. Cela, c'est casse-pied. En général, c'est parce que il vous a connu dans une vie précédente, ou que ça s'est assez mal passé, on va dire que c'est un genre de vengeance ou autre. C'est assez compliqué. Ça fait peur, mais intéressant à la fois. Oui, tout à fait. Après, moi, pour me faire peur, faut y aller. La seule fois où j'ai eu peur, c'était quand j'ai assisté le prêtre pour un exorcisme. Exorcisme. Pardon. Là, oui, là, ça fait flipper. Oui, j'avoue. Mais sinon, pas du tout. Alors, vraiment pas. En fait, il faut les côtoyer souvent pour pas les craindre. Moi, je les côtoie tous les jours. Ce n'est pas pas une crainte. Hein.
J'aime bien tout ce qui est. Ça fait un moment que j'ai pas fait de. Depuis que je suis ici, j'en ai pas refait. Après, je suis pas très fusionnelle avec le prêtre d'ici par rapport en Corse. Enfin, il y a. Je suis avec le. Comment on les appelle? Juif. Alors. Les esprits sont partout dans les salles, même chez nous, ils nous suivent partout où on va. Oui, il y en a partout, 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 partout. Mais ils nous, les seules fois où ils nous cassent les pieds, c'était une cata. Voilà. Mais généralement, ils nous cassent pas les pieds, ils sont là, mais c'est juste de passage. N'oublions pas, en cohabitation avec eux tout le temps, hein. Ils font partie de l'humanité, mais dans l'astral. Alors, moi, ça a été l'exorciste à l'heure qui m'a glacé de voir comment on peut dire cette entité qui avait la moitié du visage avec la chalotte, moitié crâne. Alors ça, c'est l'esprit, en fait, qui se montre... en fait, ils ressentent nos émotions, donc ça veut dire la peur, en même temps de la colère, parce qu'ils restent là alors qu'ils ne devraient pas, et en même temps de la crainte, etc. Donc, ils prennent ces sentiments, ça les fait, ça les excite, ce genre de sentiments. Et ça leur permet de justement de vous manipuler avec ce genre de choses et vous fait montrer une certaine facette d'eux, mais pas comme ça. Quand il m'a mis le juif, que j'ai gardé la marque de sa main pendant une semaine. Ça va. Ah, ils sont violents, ceux-là. C'est des esprits néfastes, hein, ceux-là. Très néfastes. Et c'est pas forcément quelqu'un qui était un meurtrier ou autre, hein. Des fois, c'est juste une personne qui a été tellement matérialiste dans sa vie que quand il meurt, bah, il reste matérialiste et il se sent obligé de punir ceux qui habitent. Terrible. Ouais. Ça coupe. Ah bon? Pourtant, j'ai du réseau. Je suis à côté de la box. Après, il faut souvent rafraîchir le live parce que c'est Facebook, hein. Sur YouTube, ça déconne pas autant. Mais quand on vit ce genre d'expérience, il faut en tirer des leçons. Toujours. Il y a toujours une leçon à tirer de ce genre d'expérience. Il y a toujours quelque chose à comprendre et à connaître. Ça permet aussi de minimiser aussi certaines manifestations après. Il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y a que des mauvais esprits, hein. D'ailleurs, ça, ce genre de manifestation, ce n'est pas véritablement un mauvais esprit. Les mauvais esprits, c'est pire. Mais alors, pire que ça. J'ai vu pire, d'ailleurs. Il y a des choses à dire.
Et ça fait partie de la question aussi, comment s'y confronter, parce qu'on pense tout de suite à la mort d'immatériel, donc là, nous, moi je clame d'un coup, voilà, donc vous allez faire votre deuil, etc. Euh, euh, et ça fait partie aussi, parce que on oublie aussi la mort, aussi à se confronter, mais aussi dans l'astral, donc tous les esprits qui viennent, entre guillemets, nous emmerder ici, quoi. Ça en fait partie, hein. Vous devez en avoir tous les jours des manifestations. Alors non, voilà. En fait, il y a manifestation et manifestation. Moi, ce que je classe manifestation, c'est plus des coups frappés, des bruits, des trucs qui bougent, etc. Alors depuis que je suis ici, non. Quand j'étais en Corse, c'était tous les 4 matins. Une bougie, d'un coup, se lève et disparaît. Hein, là, des objets que j'ai posés à un endroit qui disparaissent. Oui, là, j'en ai eu beaucoup encore. Depuis que je suis ici, plus rien. Tant mieux. Moi, ça me va. Après, c'est quand j'étais en Corse, c'était plus du style parce qu'il y avait, dire le frère de la propriétaire qui a qui est décédé dans cet appartement. Donc forcément, ça peut créer... Mais il n'était pas méchant du tout, hein. Mais euh, j'étais en colocation avec lui. Voilà. Donc forcément, ça faisait bouger et tout. Et puis le problème, c'est quand il y a un esprit qui a une colocation, certains esprits, ils sont attirés aussi. Donc des fois, c'était des... parce qu'il y en a un qui s'est suicidé au bas de la porte, là, 2-3 patelins juste à côté, ben, ils sont attirés par ceux qui puissent communiquer et voir, etc. Donc forcément, ça tombe sur ma pomme. Voilà. Donc encore, c'était ça. Ici, j'en ai beaucoup moins. J'en ai quelques fois, mais c'est plus rare. La maison avait été relouée après nous et malheureusement la dame qui y vivait a été dévorée par ses chiens. Oh merde! Ouf! Il a fallu que ce drame arrive pour que le propriétaire ferme définitivement cette maison. Ah bah oui. Oui, parce qu'il faut pas oublier que les esprits savent manipuler aussi les animaux. Les mauvais esprits. Faut savoir s'en protéger des mauvais esprits. Compliqué. J'ai vu ce genre de manifestation il y a plusieurs années, quand j'étais ado, hein. 15 ou 16 ans. 14 ans, j'avais. C'était dans une baraque, mais inhabitable, hein. À un point que c'était pas possible d'y habiter, parce que tous les matins, il y avait un truc hallucinant. Soit un divorce, une mort, un meurtre, des viols, et j'en passe. Voilà, ça a été une catastrophe monstrueuse. Du coup, le propriétaire a décidé de fermer ce bâtiment. Enfin, c'était pas un bâtiment, c'était une bâtisse. Mais bon, en fait, quand j'étais jeune, on dit tous jeune et con. Alors là, c'est bien illustré, parce que quand j'étais ado, j'étais avec des potes, on avait été là-bas, le jour d'Halloween, hein, la bonne blague, pour se faire peur. On avait été là-bas, ouais. Et ça avait passé des manifestations de dingue. Alors, ok, ça devait être cool, non? On habitait avec lui, il fait toujours pas partie où vous habitiez avant. Bah, non, j'avais beau discuter avec lui, en fait, il attendait que sa sœur meure pour partir. C'était, entre guillemets, un gardien, entre guillemets, c'était pas un gardien, mais il se faisait passer, on va dire, pour le gardien de l'appartement, quoi. Bon. Voilà.
Oui, depuis, je fais régulièrement brûler de l'encens et de la sauge. En fait, pour se protéger des mauvais esprits, donc il n'y a pas que ça, c'est aussi le développement personnel. Parce que quand on a des mauvais esprits avec nous, c'est que nous aussi, on a des problèmes à régler. C'est-à-dire, eux, ils sont attirés par tout ce qui est orgueil, matérialisme, égocentrisme, vengeance, etc. Alors si on n'arrive pas à se débarrasser au mieux de ces défauts-là, et surtout si on ne fait pas suffisamment de bien autour de nous, on les attire aussi. Bon, parfois ce n'est pas le cas, évidemment. Malheureusement, dans certains lieux, là comme là, vous, c'est évident que c'est un esprit qui est coincé, et qui ne veut pas partir de cette bâtisse. Mais après, quand c'est un lieu complètement lambda, donc c'est dans la rue et compagnie, que vous avez un esprit qui vous suit et qui est malfaisant, c'est que vous avez un problème. Ouais. Mais la sauge et l'encens ne suffit pas à faire éloigner les mauvais esprits. Non. Il n'est pas parti. Il y en a, ils mettent des années à partir de l'autre côté. Non, il était trop attaché à ce lieu, il ne veut pas partir, malheureusement. Alors, le gros sel, il sert pour apaiser l'énergie dans un appartement. Donc, je reçois des appels en même temps, j'aime bien. Donc, je disais, le gros sel, c'est surtout pour apaiser les mauvais esprits. Il n'y a pas de recette miracle pour éloigner les mauvais esprits. C'est avant tout se développer personnellement. Plus on arrive à se développer personnellement en essayant de se corriger, etc., de faire le bien autour de nous, etc., on crée des bonnes énergies et on attire des bonnes énergies, donc des esprits de bonnes énergies. Donc ça va être des esprits soit neutres ou simplement des esprits guides, pas esprits guides parce que ceux-là ils sont tout le temps là, plus des esprits instructeurs, savants, etc. Le gros sel ne sert que juste à apaiser l'énergie qui est dans vos pièces. Et aussi à chasser l'humidité. Le gros sel, c'est un purificateur en fait. C'est un peu comme la sauge. La sauge, c'est une purification aussi. Mais ne pensez pas que l'odeur va faire fuir les esprits. Alors ça, c'est une connerie sans nom, quoi. C'est n'importe quoi, pas du tout. Ça sert à purifier. Ça ne sert pas à les éloigner. Pour les éloigner, c'est la prière, les bonnes ondes, les bonnes énergies que vous pouvez propager, et certainement pas des bibelots. Voilà. Ni les bougies. Non, parce que j'entends de tout. Les bougies, le sel, la sauge, le bain machin. Non, ça, c'est juste des ustensiles pour vraiment... Alors, ok, merci. Les esprits viennent nous voir pendant qu'on dort, et pourquoi Alors, déjà, on va remettre le tapis bien comme il faut, là. Déjà que quand on dort, quand on est en sommeil profond, c'est nous qui allons dans l'astral. Donc on sort de notre corps et on va faire nos petites affaires dans l'astral.
Notre âme est libérée pendant qu'on dort. On appelle ça, le sommeil, une petite mort. Voilà. Enfin, on va dire une seconde mort, entre guillemets. Ils viennent pas nous voir. Hein. C'est eux qui... Enfin, si, ils viennent nous voir, mais quand on n'est pas en profond sommeil. Quand on est dans le on appelle ça le sommeil paradoxal. Non, pas paradoxal. Sommeil... Oh, je sais plus. Je vois plus le nom. Quand c'est le sommeil profond, c'est nous qui allons dans l'astral. Quand c'est hors de ce sommeil-là, il peut arriver que les esprits viennent nous voir. Parfois, c'est juste comme ça, parce qu'on va bien. Ou soit parce qu'ils ont été attirés par nos pensées, ou parce que simplement, ils ont besoin de quelque chose. D'un renseignement, d'une aide quelconque. Ça dépend. Après, évidemment, moi je pose des directives. Je dis à mon guide, je ne veux pas être dérangé avant et après mon sommeil. Sinon ça me coupe le sommeil et c'est horrible. Donc mon guide est là pour, on va dire, faire les choses pour que les esprits ne viennent pas à cette période-là. Ils peuvent venir mais pas me déranger. Et après, si pour que dans l'astral ça se passe bien, je lui dis, je prie pour que ça se passe bien déjà et je fais ma demande. Je dis, j'aimerais savoir, par exemple, pour mes messages canalisés que je fais tous les jours, le soir, je lui fais dire, n'importe quoi. Je lui demande, voilà, est-ce que tu as quelque chose à me transmettre pour demain? Comme ça, demain matin, à la première heure, j'inscris ce que tu veux me dire. Du coup, le lendemain matin, ça part tout seul, hein, c'est canalisé pendant toute la nuit. Voilà. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir, quelque chose que je devrais faire, quelle est ma voix, etc. Voilà. Si on fait une sieste et qu'on dort profondément, notre oui, tout à fait. Ça revient au même que le sommeil profond. Si vous êtes dans le sommeil très profond, le sommeil... je me rappelle plus de ce nom, c'est dingue. Ce sommeil profond, oui, votre âme va partir faire ce qu'elle a à faire. Alors, on peut s'en souvenir, ça dépend. Généralement, non. Mais il peut arriver dans certains cas que oui. C'est-à-dire que si on est assez... moi, j'y arrive pas. Perso, honnêtement, j'y arrive pas du tout. Je me souviens déjà pas de mes rêves, ou très rarement. Alors ça, encore moins. Mais pour ceux qui sont vraiment très élevés, on va dire spirituellement, qui ont réussi à comment dire, à ceux qui ont fait énormément d'incarnations et que voilà que là ça va être ses dernières incarnations, donc il arrive un peu plus à se détacher de tout ce qui est matériel. Voilà, il faut une certaine et être au plus proche de l'astral, donc forcément quand il se réveille, il va avoir des souvenirs de ce qui a pu se passer. En fait, on appelle ça les voyages astro, et se rappelle de ses voyages, etc. Il m'est arrivé que 3 fois de m'en rappeler,
mais très vaguement, une espèce de voyage où je suis partie, je sais pas où, une espèce de ville ou je sais pas quoi. Après, c'était pas un rêve, c'était vraiment un voyage. Faire la différence. On peut s'en souvenir. Généralement, non. Comme on est humain, on est très terre à terre. On est trop ancré au niveau terrestre. Donc forcément, pour s'en souvenir, c'est compliqué. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser là. Sinon, vous les posez soit sur le groupe ou en privé, comme vous souhaitez. Déjà 1 heure de live passée, c'est pas mal. Donc, comme d'habitude, je remettrai un sondage lundi. Et pour le prochain live sera jeudi, pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, le live est terminé, là. Donc, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, c'est notre week-end.